je vais faire l'appel. Comment? Alors, le maire, je vais vous dire pourquoi je ne le présente pas en début de séance, parce qu'à sa demande, il préfère intervenir en fin de conseil, parce qu'il a une petite image à vous faire voir en même temps. Donc il m'a dit que ça serait bien si ça pouvait être à la fin, et avant l'apéro. Donc je lui donnerai la parole pour clôturer notre conseil communautaire. Voilà, donc on passe à l'appel. Donc Catherine Bertin est suppléée par Florence Dos Santos, c'est ça? Hein, Florence, voilà. Laurence. Ah, pourquoi je dis... Non, Laurence, oui, excusez-moi. Daniel Boucher. Béatrice Carrasco a donné pouvoir à M. Gara. Madame Christiane Casimajou. Il faut que je fasse attention parce qu'il y en a deux. Didier Casimajou. Didier Charlot. Alors Dominique Clavier s'excuse, mais il ne sera pas là ce soir. Il m'a envoyé un petit mail. Voilà, donc il est absent ce soir. Bernard Daney a donné pouvoir à Madame Sabatier-Querel. Voilà. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Bernard Dréau a donné pouvoir à Corinne Loland. Laurence Ducos, Patrick Expert, Laetitia Faubé a donné pouvoir, enfin non, elle est suppléée par Jérôme. Non. Hein? Attends, elle a donné pouvoir. Ah oui, tout à fait. Ouais, enfin, ça peut être pour moi. Donc, a donné pouvoir à Didier Casimajou. Thomas Filiat, Maryse Fortinon, Michel Garin, Jérôme Gauthier, Alain Giroir a donné pouvoir à Jean-Marc Pelletan, Vincent Joanneau, Pierre Laïto a donné pouvoir à Sylvie Porta, Michel Atapi, non, Corinne Ololan, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand. Il va peut-être arriver. Il va arriver peut-être, bon. Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Christiane Casimajou, Denis Pernin, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné. Merci. Donc, je vous propose ce soir, donc, comme secrétaire de séance, Sylvie Porta. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette désignation? Des abstentions? C'est parfait, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, le point 3, décision du président, les DIA, j'espère que vous arrivez à le lire. Ah ouais, c'est compliqué. Alors, sur les autres décisions, décision 2023-69, signature d'une convention de partenariat avec l'association ARE pour l'organisation du Festacle 2023. Décision 2023-70, attribution d'une subvention d'investissement au garage La Tonnellerie pour un montant de 2 286,20 €. Décision 2023-71, attribution d'une subvention d'investissement à la brasserie Zebra pour un montant de 8 000 €.
Décision 2023-72, attribution du marché de groupement de commandes pour la fourniture de repas au restaurant scolaire de Podensac avec la société Happy Restauration pour un montant estimatif de 83 466,96 € sur la durée du marché. Décision 2023-73. Classement sans suite de l'appel d'offres au PAH pour insuffisance de concurrence. Donc on va relancer effectivement. C'est refait et donc on a davantage de candidats pour le but. Décision 2023-74. Signature d'un contrat avec la compagnie Territoire Imaginaire et la commune de Cadillac-sur-Garonne pour la manifestation Nuit des Carolets pour un montant de 10 900 €. Décision 2023-75. Mise à disposition d'un véhicule par la commune de Landiras au profit de la crèche au Cabellou pour le jeudi 27 juillet 2023. Décision 2023-76 avenant 2 du marché vérification périodique de bâtiments et des installations afin de prendre en compte l'évolution du parc immobilier. Décision 2023-77, attribution du marché caractérisation des ordures ménagères à l'entreprise Verdicité pour un montant de 14 322 €. Décision 2023-78, attribution du marché en groupement de commandes pour la fourniture, la préparation et le service de repas de l'accueil loisir de Séronce au profit de la société Albert Restauration pour un montant estimatif de 61 209 € TTC sur la durée du marché. Décision 2023-79, attribution du marché mission d'assistance d'ouvrage préprogrammé et programme technique détaillé camping intercommunal de Cadillac-sur-Garonne au profit de la société Eric Lout pour un montant de 21 600 € TTC. Décision 2023-80, classement sans suite du lot 2, l'entretien des berges de l'accord cadre, entretien du port de Cadillac-sur-Garonne pour un motif économique. Le coût de l'unique offre dépassait le budget alloué. Alors donc on va, je crois qu'on va faire, on va essayer de faire en interne pour le coup. Alors j'étais à la combien? Là 80, ouais, parce que là, voilà. J'y suis. 2023-81. Classement sans suite du lot 3 de nettoyage de la cale, c'est toujours dans le même registre, de l'accord cadre, entretien du port de Cadillac-sur-Garonne pour motif financier. Les travaux sont réalisés par les agents de la CDC. Décision 2023-82, attribution du lot 1, désherbage manuel, de la cale empierrée et du muret, de l'accord cadre, entretien du port de Cadillac-sur-Garonne au profit de la société ACI, les chantiers du fleuve, pour un montant estimatif de 20 000 € TTC sur la durée du marché. Décision 2023-83, signature d'une convention avec la maison d'enfants à caractère social Prado Saint-Joseph afin pour les services du RLP. Décision 2023-84, attribution du marché réalisation de prestations d'accompagnement au développement des entreprises au profit de la société Secogeb pour un montant maximum de 15 000 € par an. Décision 2023-85, mise à disposition du gymnase intercommunal au profit de la commune de Cadillac-sur-Garonne pour le samedi 2 septembre 2023. Décision
2023-86, signature d'une convention pour la mise à disposition annuelle des installations sportives communautaires au profit des associations sportives. Décision 2023-87, demande de subvention auprès du département de la Gironde pour le projet La Belle Parcelle. Voilà, vous voyez que pendant la période de vacances, la collectivité ne choque pas au regard du nombre de décisions qui ont été prises pendant la durée de l'été. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, nous allons passer donc pour le coup aux délibérations. Première délibération, administration générale, déclassement du 17 rue de l'Œil à Cadillac-sur-Garonne. La CDC, propriétaire d'un immeuble 15-17 rue de l'Œil. Celui-ci est composé d'un espace bureau et d'appartements. Au rez-de-chaussée était situé le pôle d'accompagnement citoyen avec France Service. Lors du conseil communautaire du 28 juin 2023, il a été approuvé une promesse de vente de ce bâtiment avec une clause de déclassement. Pour rappel, la collectivité peut vendre son immeuble à condition qu'elle n'exerce plus aucun service public. C'est pour ça qu'on parle de déclassement. Le PAC donc a été aménagé rue de Bram à Cadillac-sur-Garonne lors de la première semaine de septembre. De ce fait, l'immeuble de la rue de l'Œil est désaffecté de tout service public. Il convient donc de délibérer pour son déclassement de façon qu'on puisse passer à l'acte de vente. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non. Donc, chers collègues... Oui. Qui c'est? Je voulais juste dire que je m'opposerai à cette délibération comme je l'ai toujours fait sur ce sujet. Voilà. D'accord. Multiples fois, expliquer pourquoi. Ok. D'autres interventions? Non. Donc, le scrutin est ouvert. Voilà. Le scrutin est clos. Donc 36 voix pour, une voix contre et 3 abstentions. Alors, donc, comme elle a annoncé, donc la voix contre, c'est Madame Ducos Laurence, et les abstentions, c'est Monsieur Massieu, Madame Peignet et Madame Téchenet. Voilà. Donc on passe, donc la délibération est adoptée. Hein? Pardon, on ne peut pas éclairer un peu plus le panneau, l'écran? Eh bien non, c'est... Malheureusement, on a un problème, l'écran c'est... J'avais pas entendu. Voilà, donc, désolé Marie. Ok, nous passons à la délibération suivante. Administration générale, vente du bâtiment situé au 15-17 rue de l'Œil. Alors donc, c'est un peu la suite de ce dont on a parlé. Donc il convient donc autoriser la vente de l'immeuble à la CCI d'une représentée par M. Pierre Durand Campana pour un montant de 430 500 €. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur le Président, vous pourriez juste préciser le montant de l'achat? Et je viens de le dire. De l'achat. Pas de la marge. À l'origine, 150 000 €. 150. Ah oui, oui, bon, pour la... Oui, mais tu as raison. On avait pu avoir cet établissement pour une somme de 1 500 € à l'époque. 150 000 € à l'époque. Bon, voilà, ce qui fait qu'il y a eu, entre-temps, pour compléter l'histoire, il y avait eu un incendie qu'on a supposé criminel. Donc, tout cet immeuble avait été refait à neuf.
Donc ce qui nous permet effectivement de faire une plus-value pas inintéressante. Voilà. Oui? Comment? Je m'abstiens sur ces délibérations, enfin que je suis sur ça, tout simplement. J'ai une grosse interrogation sur l'utilisation des fonds qui vont être générés. Bon. Mais, d'accord. Pas d'autres interventions? Non, chers collègues, le scrutin est ouvert. Madame Lolland. Voilà, allez, c'est bon. Donc le scrutin est clos. Donc 36 voix pour, 1 voix contre, abstention 3. Je présume qu'on a les mêmes. Voilà, Madame Ducos contre. Ok. Madame Peigné, Massieu et Madame Technay s'abstiennent. Donc, délibération adoptée. Point 3, administration générale, modification de la composition de la clé. Pour le coup, donc, avec à la suite des nouvelles élections de Loupiac et de Virelade, il convient de modifier la composition de la clé. Donc, un mail a été envoyé à chaque commune afin qu'ils puissent, s'ils le souhaitaient, modifier leurs représentants. Le tableau avec l'ensemble des représentants par commune vous a donc été envoyé avec, et les éléments du conseil est affiché à l'écran que vous n'arrivez pas à lire. Voilà. C'est mieux. Bon. Donc on n'appelle pas l'ophtalmo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur ce sujet? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, c'est bon. Le scrutin est clos. Donc, pour 40 voix, l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération, 4e délibération, développement économique, convention avec la région relative à la mise en œuvre du CRDE 2, je présume, et aux aides aux entreprises. Donc, j'ai eu Dominique Clavier qui m'a fait dire que donc c'était effectivement une convention qu'on signait avec cette mise en œuvre. C'est dans le fonctionnement normal de notre collectivité qu'il n'y avait rien de particulier sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir davantage d'informations? Non. Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Alors, Marie, voilà. Marie, appuie bien. Et monsieur, voilà. Et monsieur Pernin, on appuie fort. Voilà, le scrutin est clos. Donc, ce qui donne 40 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, 5e délibération, prévention et gestion des déchets, rapport 2022 sur la SPL Trigiron. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Merci. Vous m'entendez? Donc nous devons par délibération prendre acte, comme nous sommes membres actionnaires de la SPL, du rapport analogue. Donc si vous ne voyez pas d'opposition, je vais vous lire le rapport analogue qui a été fait pour l'année 2022 pour la SPL.
Et ensuite, nous prendrons la délibération comme quoi nous avons pris acte de ce rapport 2022. Je pense que vous l'avez reçu, mais je vais, en façon à ce que l'assistance complète l'ensemble, vous faire lecture du contrôle analogue. Donc, en tant qu'administrateur, chaque collectivité actionnaire de Tri-Gironde doit exercer un contrôle analogue. Le contrôle analogue doit s'exercer sur 3 niveaux: l'orientation stratégique, la gouvernance et la vie sociale, et l'activité opérationnelle. La période concernée par le contrôle analogue est l'année 2022 pour la partie financière, bilan et compte de résultats, et les orientations stratégiques. Il sera complété par les actualités de l'année 2023. La SPL Tri-Gironde a été créée pour construire puis exploiter un centre de tri sous maîtrise d'ouvrage public, permettant de séparer les emballages plastiques concernés par l'extension des consignes de tri. La massification des tonnages permet de se doter d'un centre de tri dimensionné pour les besoins de la SPL, optimiser le coût de tri et ainsi s'affranchir de la stratégie financière des opérateurs privés et améliorer la revente des matériels. L'objet social de la SPL Tri-Gironde comprend également le transfert et le transport dont le coût est mutualisé afin de ne pas pénaliser financièrement les collectivités qui sont le plus éloignées du centre de tri. Donc la SPL a été créée en juin 2019. Chaque collectivité dispose d'au moins un représentant siégeant au conseil d'administration. Aucun élu du conseil d'administration n'est rémunéré. Tri-Gironde est une entreprise privée soumise aux règles de la comptabilité privée. Chaque année, ses comptes, après contrôle du commissaire aux comptes, sont validés en AG ordinaire où un membre de chaque collectivité actionnaire est présent. Sur l'année 2022, le conseil d'administration s'est réuni à 5 reprises. Les orientations stratégiques prises le long de l'année 2022 sont les suivantes. Modification de l'objet social de la SPL Tri-Gironde pour lui permettre au 1er janvier 2023 de débuter son activité opérationnelle en assurant pour le compte de ses actionnaires les prestations de transfert, transport, tri et valorisation des refus sur des sites autres que celui en cours de construction sur la commune de Saint-Denis de Pile. Confirmation à l'unanimité de la volonté de poursuivre le projet de construction du centre de tri, malgré les recours juridiques déposés par une association de défense de l'environnement. Autorisation de signature d'un bail amphithéotique entre la SPL et le SMICVAL pour la mise à disposition du foncier nécessaire à la construction du centre de tri. Autorisation de signature de protocole transactionnel permettant au groupement en charge des travaux de construction de bénéficier d'une indemnité d'imprévision pour faire face à l'augmentation très importante du coût des matériaux. Autorisation de signature des offres de prêt pour financer l'indemnité d'imprévision. Toutes ces décisions ont fait l'objet de débats au sein du conseil d'administration et tous ses membres peuvent s'exprimer librement. Ces échanges sont suivis d'un vote. Pour faciliter la participation des représentants des collectivités administratrices, sur proposition du conseil d'administration, le règlement intérieur a été modifié en 2022 pour permettre de suivre et de participer et de voter en visioconférence lors de la tenue du conseil d'administration. En termes de gouvernance sur l'année 2022, M. Pirac a été désigné par le comité syndical du SICTOM Sud-Gironde pour siéger au conseil d'administration en remplacement de M. Guillem, qui par déontologie a souhaité démissionner. La masse salariée n'a pas évolué en 2022, la SPL n'est composée que d'une personne, son directeur général. En situation et évolution de l'activité de la société en cours de l'exercice, l'activité opérationnelle de la SPL n'a pas débuté en 2022. Les principales actions réalisées sur l'année portent sur 2 domaines. Le commencement des travaux de construction du centre de tri et la mise en œuvre des différents contrats et conventions pour débuter l'activité au 1er janvier 2023. Travaux de construction du centre de tri. Les faits ont marqué l'année 2022 de la SPL, qui ont marqué, donc les faits sont les suivants. Au 11 mars 2022, obtention du permis de construire. Le 28 avril, obtention par la société Sépure, futur exploitant du centre de tri, de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du centre de tri. Ce permis de construire a fait l'objet d'une procédure auprès du tribunal administratif de Bordeaux demandant son annulation.
L'arrêté préfectoral a fait l'objet d'une procédure de référé de suspension. Le juge des référés, par ordonnance du 20 septembre 2022, a dégoûté la partie adverse de son référé, suspension. La procédure, sur le fond, demeure. Augmentation très importante du coût des matières premières qui a conduit le groupement à solliciter une indemnité d'imprévision de 3 223 000 € hors taxe via la signature d'un protocole transactionnel. Augmentation des taux d'intérêt, Trigironde a contacté auprès de la Banque des Territoires, dont le taux est indexé sur le livret A. Avec l'inflation, ce taux sur l'année 2022 est donc passé de 0,5 à 2%, augmentant le montant des intérêts de préfinancement. L'indemnité d'imprévision a nécessité le recours à un emprunt complémentaire. Les prêts à taux fixe pour financer le process ont un taux supérieur à 4% lorsque les prêts contractés auparavant s'élevaient à 1,5%. Durant l'exercice clos le 31/12/2022, la construction du centre de tri a débuté et les fonds empruntés ont commencé à être débloqués. Le 22 novembre, notification de l'ordre de service officialisant le début des travaux. Le capital social a été libéré de sa première tranche d'un montant de 230 000 €. La préparation de l'activité opérationnelle, passation et signature des marchés pour le tri, le conditionnement des emballages en ECT, l'extension du chantier de tri, le transport des emballages des sites de transfert jusqu'au centre de tri et la valorisation énergétique des refus de tri. Changement de pouvoir adjudicateur pour les marchés de tri sous la responsabilité en 2023 du SNIVAL et de la CDC Convergence Garonne. Préparation et signature des conventions de prestations intégrées in-house inversées entre la SPL Trigironde et ses actionnaires pour rémunérer la SPL des prestations qu'elle réalise pour le compte de ses actionnaires et inversement. D'un point de vue comptable, en l'absence de chiffres d'affaires, le résultat de l'exercice 2022 est déficitaire. Les éléments qui sont mentionnés ci-dessous sont extraits du compte de résultat et du bilan du rapport de gestion. Ces trois documents validés par le commissaire aux comptes ont été approuvés par le conseil d'administration et l'assemblée générale ordinaire. Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 184 378 € contre 234 258 pour l'exercice précédent, soit une variation de moins 21,29%. Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 80 688 € contre 132 426 pour l'exercice précédent, soit une variation de moins 38,14%. L'effectif salarié moyen s'élève à 1, comme pour l'exercice précédent. Le montant des salaires et des charges est identique à l'exercice précédent. Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 123 € contre 1 248 € pour l'exercice précédent, une variation de moins 10,02%. Le montant des dotations, amortissements et provisions s'élève à 610 €, comme pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à moins 182 622 € contre moins 232 497 pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,45%. Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier de moins 32 014 €, nul pour l'exercice précédent, il s'établit à moins 214 636 € contre moins 232 497 pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,68%. Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à moins 3 € contre moins 2500 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 99,88%. Le résultat clos de l'exercice au 31/12/2022 se solde ainsi par une perte de 214 638 € contre une perte de 234 997 € pour l'année précédente, soit une variation de 8,68%. Au 31 décembre, le total du bilan de la société s'est levé à 3 874 272 € contre 1 884 393 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 105,60%. Aucun dividende n'a été versé, aucun impôt n'était dû au titre de l'exercice écoulé. Donc l'extrait du rapport du commissaire aux comptes sur le compte annuel qui est daté du 6 juin 2023
Donc nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine et de la société à la fin de cet exercice. Donc l'année 2022 remontant déjà à quelques mois, il n'est pas possible d'évoquer le contrôle analogue sans vous parler des événements marquant l'année 2023. Donc début 2023, ça a été le début des prestations de transit, transport, tri des emballages et de gestion des refus de tri par Trigironde pour le compte de ses actionnaires. Trigironde a repris les marchés en cours et assure la responsabilité administrative, technique et financière des prestations précitées. Par l'intermédiaire de conventions de prestations intégrées in-house signées entre les collectivités actionnaires et Trigironde, l'ASPL émet des factures mensuelles aux collectivités sur la base du coût unitaire de la tonne mutualisée. Augmentation des taux d'intérêt, le taux du livret A a connu une nouvelle augmentation au 1er février, passant de 2 à 3%. Cette progression augmente le montant des intérêts de préfinancement et le montant des intérêts. Il y a un suivi régulier du chantier de construction du centre de tri. Voilà ce qui en ressort du contrôle analogue pour l'année 2022. Donc, avant de passer à la délibération qui est le reflet de ce rapport analogue, je ne sais pas si vous avez des infos complémentaires à vouloir avoir sur ce rapport. Oui, j'ai donnez-lui le micro. C'est fort là, vous pensez? Enfin, si tout le monde entend. Ah, il y a le micro là. Je ne l'avais pas vu. Oui, bonsoir. Oui, mes questions, je suis désolé, mais c'est toujours un peu les mêmes. Comme je n'ai pas de réponse, je les repose, mais j'aimerais que mes questions soient inscrites au procès verbal, ce dont je ne doute pas. Ma première remarque, ce serait de demander à notre administratif, Mme Dereau, si elle pouvait faire un peu pression sur la gouvernance de la société pour qu'on ait des résultats un peu plus précoces, c'est-à-dire que là, on est 9 mois après la fin de l'exercice, on fait un contrôle analogue 9 mois après la fin de l'exercice, c'est un peu compliqué. Alors que c'est une société qui, pour le moment, a un seul salarié, n'a pas de produit, n'a que des dépenses. Enfin, il y a des subventions et des dépenses de travaux, donc la comptabilité ne doit pas mettre 6 mois à être établie, comme ça a été le cas cette année, puisque les comptes ont été établis le 30 juin. Tout ça est très long, tout ça je veux dire. Donc, clairement, si on pouvait avoir des informations avant, ça ne serait pas plus mal. Je n'ai pas de doute sur la sincérité des comptes, mais je pense qu'on peut aller plus vite, parce que le jour où on va être opérationnel, je ne sais pas combien de temps on va mettre, clairement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est je trouve qu'on est un peu light excusez-moi du terme, en contrôle analogue, c'est-à-dire qu'on nous raconte beaucoup de choses, c'est intéressant. On nous dit que les taux d'intérêt augmentent, donc ça va être plus cher. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise les taux d'intérêt ont augmenté, donc les intérêts vont augmenter de temps, donc les coûts de la prestation finale vont augmenter dans les proportions. Ça serait intéressant, ainsi que l'indemnité d'imprévision 3,2 millions, de savoir comment elle impacte le budget opérationnel et le budget prévisionnel qui avait été établi précédemment lorsqu'on nous a vendu le projet. J'ai déjà demandé si on pouvait avoir une réactualisation du budget prévisionnel. On m'a dit que ce budget prévisionnel était réservé aux administrateurs de la société. Moi, je ne vois pas en quoi il serait réservé aux administrateurs de la société et non pas aussi aux membres du conseil communautaire qui ont donné mandat à l'administrateur de représenter. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui m'échappe et si tout est aussi limpide que je le souhaite, on doit pouvoir avoir connaissance de la façon dont on évolue ce budget prévisionnel et comment les imprévisions et l'augmentation des taux d'intérêt que l'on subit impactent le coût du traitement qu'on avait prévu au départ. Donc là, je vous demande instamment, s'il y a eu un budget prévisionnel, de bien vouloir nous le communiquer, parce que je pense que dans le cadre du contrôle analogue, il nous est dû, puisque nous sommes représentants d'actionnaires. Bien, toutes vos remarques, elles sont prises en compte à chaque fois. Là, cette année, si vous voulez, les comptes ont été clôturés en juin. Ensuite, il y a eu l'été, juillet, août. On reprend là au dernier conseil, nous n'avions pas le rapport, donc on le passe maintenant. C'est vrai que tous ces faits font que dans la durée, ça prend du temps. On peut avoir des chiffrages. Alors, l'indemnité de prévision avait été prise en compte dans les emprunts. Donc les emprunts, mais pas dans le budget prévisionnel. On a eu un emprunt complémentaire. Ensuite, il n'y a pas que l'augmentation du livret et le prix du traitement à la tonne varie en fonction de plusieurs
plusieurs acteurs différents. Il y a eu l'augmentation du coût médian remboursement des emprunts, mais il y a eu aussi la hausse du livret A et il y a eu aussi le recours de cette association de l'environnement qui ont entraîné des retards et qui à chaque fois, pour l'un nous a donné 36 € de plus à la tonne, pour un autre 57 €, 10 € de plus. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un prix à la tonne qui prend en compte de tout ça, avec le coût effectivement du transport, du transfert, qui pour l'instant est sur les collectivités avec les exutoires et les contrats qui sont faits, puisque chaque collectivité a encore, nous avons encore le contrat qui est signé par la COVED et qui nous lie encore jusqu'en février. Et il va encore y avoir par rapport à ça certainement encore une augmentation, puisque le coût de 2024 avec la COVED va être revu encore à la hausse. Donc nous avons effectivement tous ces paramètres. Le jour où la SPL en 2024 prendra réellement ses fonctions et avec son prix unifié, nous devrions redescendre sur le prix de la tonne par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Moi, ce que je demandais, c'est simplement l'actualisation du prévisionnel, c'est-à-dire de faire pro forma par rapport aux indications qu'on avait au départ, comment les frais financiers impactent-ils le coût final. C'était ça ma question, c'est aussi bête que ça, et c'est relativement simple, mais quand je vois un rapport des commissaires aux comptes, il est assez expurgé, parce que c'est un extrait qu'on a, il n'est même pas intégral, je pense qu'on mériterait le rapport intégral quand on est dans le contrôle analogue, et je pense que on pourrait nous indiquer quel est l'impact de l'augmentation des coûts d'intérêt. Je demande simplement une transparence pure et simple, une actualisation du budget prévisionnel, ce qui doit être fait dans une société comme la SPL. Alors l'augmentation par rapport à ça serait de 5 € la tonne. 5 € la tonne. Ok. Concernant les délais, j'en veux pas à la convergence garante, ça à la SPL de faire un peu plus vite. D'aller un peu plus vite pour nous rendre autrement, ça ne veut pas dire grand-chose pour la en septembre. Merci. Merci Pierre. D'autres interventions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à délibérer. Le scrutin est ouvert. Jocelyn? Oui. Excuse-moi, moi je veux bien délibérer, mais juste je voudrais savoir ce que je vote en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, pardon, je m'excuse, mais prendre acte, ça veut dire qu'on nous a lu le rapport, ça veut dire qu'on partage les conclusions, c'est pas la même. On doit juste aujourd'hui le fait qu'on nous a lu le rapport pour ça. C'est ce que vous expliquez obligatoire. Voilà. On va avoir une contrôle analogue. Vous prenez acte ou pas? Et on prend acte après on peut donner la tête. Là, c'est juste que on nous a présenté le rapport. Voilà. On nous a lu. Pardon, je ne savais pas tout. Comme dans la commune, on organise le rapport des déchets ménagers, on parle de l'eau, c'est exactement la même chose. Ok. S'il y a d'autres interventions, chers collègues, donc je vous propose d'acter ou pas sur ce rapport, donc je suis oui. Madame Catalina, ok, le scrutin est clos. Donc 37 voix pour, 3 contre. Et donc 3 contre, donc nous avons Madame Carrasco représentée par M. Gara, M. Gara Michel et M. André Massieu. Je vous remercie. Délibération suivante, Paul Lacapacamon citoyen, attribution de la contribution du premier trimestre 2023 au GIFCLI Sud-Gironde, et je donne la parole à notre collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. La CCC Convergence Garante, la
annuellement au titre de soutien de subvention équivalent à 45 € par enfant, soit 28 460 € à la commune. Or, en raison de la récente évolution statutaire de la structure, le versement de la subvention actuellement acté par l'ONCC n'a pas été versé pour le premier semestre 2023. Le Conseil communautaire, le 28 juillet 2023, a par ailleurs accepté la convention de financement pour le PIC Sud-Gironde pendant le département de la Gironde et la CDC pour la période du second semestre 2023. Dans ce contexte, et compte tenu de la règle qui compte au 30 juin 2023 de la culture de dissolution du JPIC Sud-Gironde, il est proposé le versement de la subvention du premier semestre 2023 directement au département de la Gironde pour un montant de 14 231 €. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non? Donc je vous propose, chers collègues, de délibérer. Le scrutin est ouvert. Monsieur Joanneau. Madame Gazimalou. Ah, très bien. Voilà, le scrutin est clos. Donc 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante, pôle d'accompagnement citoyen, remboursement aux frais de travaux du café de la Liberté à Paillé, et je redonne la parole à notre collègue Philippe Portal. Dans le cadre de sa compétence en matière d'action sociale communautaire, la petite commune est responsable de l'entretien et de la gestion des logements d'urgence situés à l'Estial et Paillé. La petite commune détient également des logements sociaux situés à Paillé. Les logements sociaux et d'urgence de Paillé appartiennent à un ensemble immobilier situé 11 place Gambetta à Paillé, qui sont partagés avec un local de commerce qui est le Café de la Liberté. Celui-ci est un restaurant travaillant avec les producteurs locaux pour mettre à l'honneur la cuisine du territoire. Il est labellisé Bistrot du Pays depuis janvier 2023. Le restaurant contribue donc à la dynamisation du territoire, à son développement économique et à son rayonnement touristique, en offrant un service de qualité aux populations. Il s'inscrit ainsi en parfaite adéquation avec le projet de notre communauté de communes dans le cadre de sa compétence de développement économique et touristique. Or, les dernières exigences en matière d'entretien, de travaux et de remise aux normes des logements sociaux et d'urgence de Paillé ont entraîné des dégradations du bâtiment au niveau du restaurant. Le propriétaire du Café de la Liberté a ainsi été contraint d'engager des travaux de rénovation de ses locaux afin de garantir la pérennité de son activité, tant sur le plan sanitaire que commercial. Ces différents frais et des travaux à la charge du propriétaire et d'un montant de 1 214 € étant directement imputables à l'activité du logement social et d'urgence de la communauté de communes, il est proposé le remboursement total des frais engagés par le restaurateur de Paillé. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non. Donc, chers collègues, je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Jean-Patrice. Voilà, le scrutin est clos. Pour 40 voix, je vous remercie beaucoup à l'unanimité. Délibération suivante, PLUI, engagement des diagnostics agricoles prospectifs sur le territoire communautaire dans le cadre de l'élaboration du PLUI, et je donne la parole à notre collègue en charge de ce dossier, Alain Kérez. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais, avant de rentrer dans la délibération pure et dure, je vais vous rappeler un petit peu les éléments de contexte, donc suite à diverses questions qui ont été posées par les membres de la commission. Donc tout d'abord, il y a eu une première étape d'une fiche diagnostic établie en 2019 par l'ancien bureau d'études Planète avec lequel on a rompu le marché. Cette première phase en fait était
porté clairement un avertissement de la part de Planète, comme quoi ce document qui nous avait remis en interne et non pas présenté à un membre de la CI, constituait simplement une première version de la fiche diagnostique et donc demandait à être complétée. Considérant que nous avons rompu avec Planète, on a besoin donc de poursuivre ce travail sur le diagnostic. Donc cet ancien travail était simplement une compilation de données statistiques établies sur la base de données anciennes, puisqu'elle portait sur le règlement général agricole de 2010. Elle comportait, ce diagnostic comportait également une enquête auprès de 70 agriculteurs avec des réponses au final présentées qui ne fournissaient aucune précision sur le traitement et sur l'exploitation de ces données qu'ils avaient fournies par l'intermédiaire de cette enquête. Et en fait, la partie conclusive de ces éléments était simplement un constat, sans être aucun enjeu ni analyse prospective, et ne nous permettant pas, en tant qu'élus, de se déterminer sur les choix stratégiques à inscrire dans le futur PME. Il est donc nécessaire de poursuivre ce travail, comme il était précisé dans le document remis. Alors, moi j'ai pris la décision quand même de transmettre ce document qui était donc un document confidentiel de la part de Planète aux membres de la commission qui l'ont demandé et à l'ensemble des membres de la commission organisée. La nécessité de compléter ce diagnostic porte sur plusieurs points. Donc, on a besoin de disposer de données actualisées et exploitables pour pouvoir prendre en compte les attentes du monde professionnel. Pour cela, on a besoin d'avoir une concertation avec les différents organismes du monde agricole, que ce soit les acteurs de l'ODG, le CIDB, la Chambre d'agriculture, la CDPNAF, les exploitants agricoles eux-mêmes et je l'ai noté tout à l'heure, c'est le centre régional également de la propriété forestière d'Aquitaine. Pour cela, donc, n'ayant pas un interne d'équipe suffisamment importante, en fait, on a donc besoin de faire appel donc, à un prestataire qui est la Chambre d'agriculture qui s'était proposé pour réaliser ce travail, que l'on a rencontré 2 fois cet été, à Escoffier, donc pour établir une feuille de route pour pouvoir poursuivre ce travail d'analyse fine. Les objectifs de cette étude, c'est d'actualiser, de compléter, d'enrichir ce diagnostic agricole de manière donc à disposer d'une analyse fine qui va nous permettre de mettre en lumière les atouts, les contraintes et les forces et les faiblesses de l'agriculture à notre échelle de la CDC. De manière à ce qu'on ait des enjeux clairs qui soient évoqués, qu'on connaisse les projets des agriculteurs à moyen terme, à court et à moyen terme. L'objectif donc c'est d'alimenter votre réflexion en tant qu'élu sur les choix que nous allons devoir porter et traduire à travers ces documents d'urbanisme, de façon à pouvoir préserver les espaces agricoles et éventuellement, c'est pas éventuellement, c'est également autoriser d'éventuels changements de destination, par exemple sur certaines activités. Donc l'étude va permettre de consolider la partie diagnostique. Je me répète, mais c'est pour mettre en exergue l'ensemble des enjeux pour le territoire, d'intégrer un volet agricole dans le PADD qui n'avait pas été intégré jusqu'à présent, et de disposer de recommandations en matière de traduction réglementaire également, puisque la Chambre d'agriculture est quand même compétente dans le domaine de l'urbanisme, donc elle va nous appuyer pour pouvoir établir, si vous voulez, la traduction réglementaire portant sur les enjeux de l'agriculture et la préservation des espaces agricoles. Le choix de confier ça à la mission, à la Chambre d'agriculture, si vous voulez, c'est que, je le répète, mais en fait, c'est un acteur qui est d'abord une personne publique associée, qui va à la fin émettre un avis au moment de l'arrêt, c'est-à-dire qu'elle nous donnera son avis. Si elle est partie prenante à travers cette élaboration du diagnostic, on peut espérer qu'on n'aura pas d'avis défavorable si on tient compte de ces recommandations. C'est un des acteurs qui est en relation permanente avec les autres acteurs qui sont les ODG, les syndicats, l'INAO, le CIDB, etc. Je ne le répète pas. Donc nous avons jugé nécessaire en interne de pouvoir de finaliser ce diagnostic qui n'avait été qu'une première gauche faite par Planète.
Donc le coût, vous l'avez vu dans la délibération, c'est un montant total de 25 620 € avec un reste à charge pour la CDC de 12 820 €, puisque le département subventionne à hauteur de 13 520 €. Donc il vous est proposé de valider cette poursuite de démarche de diagnostic agricole dans cette délibération, donc, et de valider le choix de la Chambre d'agriculture pour le faire. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Vincent, en complément la Chambre d'agriculture, il y a SAFER, je ne me rappelle plus, fait des enquêtes sur les vignes abandonnées. Mais justement. Alors, est-ce que la Chambre a sollicité des communes, a proposé aux communes de financer des études? Est-ce qu'il n'y a pas un doublon qui va être fait là? Moi, à ma connaissance, ça n'a rien à voir par rapport à ça, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture va nous remettre un rapport justement sur les vignes arrachées, parce que je ne vais pas sans connaître les difficultés du monde agricole aujourd'hui, donc il y a besoin d'avoir des données actualisées sur il y a un plan d'arrachage aujourd'hui qui est en cours de la part de l'État avec des indemnités et donc des changements de destination sur les parcelles. Pour les agriculteurs qui vont demander des plans d'arrachage, ils auront pendant 20 ans et même plus parfois une obligation de refaire autre chose que de la viticulture. La question va se poser auprès de l'INAO de savoir est-ce que ces parcelles arrachées vont être déclassées des zones AOC par exemple, mais toujours conservées pour de l'agriculture ou de la forêt, puisqu'on a aussi la possibilité de le transformer en forêt sur 25 ans, il me semble. Moi, je n'ai pas connaissance de ce travail, de cette enquête-là, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, mais en fait, c'est indépendant. Nous, on a besoin d'une synthèse sur la globalité de notre territoire, et voilà, donc, et la Chambre d'agriculture va être en rapport avec comme je viens de le dire, les organismes qui suivent ce programme d'arrachage. Enfin, jusqu'à maintenant, les AOC font n'importe quoi, hein, parce qu'ils ne déclassent pas. Ils ne déclassent pas et ils laissent vendre ces parcelles pour très peu d'argent. Et en fait, on a les gens du voyage qui viennent s'installer, qui achètent et qui viennent s'installer dessus. Voilà. Et on est démunis parce que même la sous-préfecture nous envoie, sauf gens du voyage. Voilà. Donc on fait quoi? Oui, mais ça, c'est pas... Ben oui, mais ça rentre quand même dans ce processus. Ou alors ils déclassent, et ils déclassent complètement, ou s'ils maintiennent, ils maintiennent, mais ils interdisent toute position. C'est l'État qui fait des faux par rapport à ça, puisqu'en fait, on le sait bien, puisque parce que là, on se retrouve dans une situation. Si on faisait remonter, et M. Garin, d'abord, qui avait le gamin. Oui, je voulais juste intervenir pour me réjouir que PADD inclut l'agricole, c'est une bonne chose. Après, je suis un peu dubitatif sur l'ambition d'un diagnostic agricole prospectif sur le territoire. Ça, c'est hyper ambitieux, bravo. Mais je pense que j'ai peur, je l'ai mis dans mes remarques, et effectivement, il y avait des échanges de presse intéressants sur l'enrichissement de ce débat. J'ai peur qu'on arrive encore à une énième compilation. On a encore interrogé les viticulteurs et les agriculteurs avec des questionnaires sur lesquels ils n'ont pas envie de répondre parce qu'ils sont dans une peine suffisante. Et si vous voulez, il y aura... Et je vois pas la solution miracle pour trouver une diagnostic que les magiciens de la Chambre d'agriculture vont trouver à partir des données qu'on a. Ensuite, j'avais une question sur la façon de procéder. Le diagnostic agricole sur le territoire communautaire. Le territoire communautaire, il est fait de différentes facettes agricoles. Il n'y a pas une unité agricole sur le territoire des communes. Voilà, la droite à la gauche, les vignes, les terres. Et donc, je voulais savoir comment. Il y a des degrés de précision qu'on a à atteindre, sachant qu'effectivement, vous avez cité différents problèmes par rapport aux lignes d'arrachage, comment devenir ces terres, comment intervenir les minéraux, tout ça, c'est un sujet. Et c'est des sujets qui ne sont pas à l'échelle de la communauté de communes, c'est des sujets qui sont bien plus vastes. Et c'est en ce sens que je me demande quelle est la valeur ajoutée d'une telle étude, qui est quand même ambitieuse dans sa présentation, qui va bénéficier de moyens quand même un petit peu juste pour arriver, à mon avis, à des informations intéressantes pour la maraîchage. Je ne suis pas fondamentalement contre, mais je ne vois pas trop ce que ça va nous apprendre. C'est ramener, vous le citez là, c'est ramener tout ce qui est problématique nationale à l'échelle de notre territoire. Les chambres d'agriculture s'engagent à travailler localement. Au niveau communal, pour rencontrer les viticulteurs,
ils vont s'appuyer sur les mairies, c'est-à-dire les mairies vont devoir proposer des exploitants, on va dire, cibles pour pouvoir répondre aux enquêtes, etc. Donc ça va descendre au niveau de chaque commune, ça. Dans le cahier des charges, c'est ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'on fasse appel aux mairies pour désigner les interlocuteurs du monde agricole, que ce soit les viticulteurs ou autres, de manière à ce que les remontées en fait, soient vraiment du terrain. Donc, quelques observations ici, simplement. Alors, déjà pour le problème du village, moi j'ai fait déjà intervenir 2 fois la SAFER sur ma commune qui a bloqué les ventes en faisant valoir que évidemment les propriétaires vendaient beaucoup plus cher que le prix des terres agricoles actuelles. Donc on est arrivé à bloquer 2 dossiers comme ça. Là c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à... Juste pour comprendre, ça veut dire qu'en fait ces terres restent classées agricoles. Oui. Okay. Alors les ventes sont classées. Elle reste aussi. Oui. Okay. Et par rapport là je lis dans cette délibération des choix éclairés à traduire dans le PLUI pour d'éventuelles diversifications agricoles. C'est le changement de destination ou l'explication. On va créer des carcasses, c'est-à-dire une fois que ça sera inscrit dans le PLUI qui sera opposable, juridiquement opposable. On ne sait pas où va l'agriculture effectivement, dans quelle voie on s'orienter. Donc je me demande si c'est bien judicieux de prendre dans ce domaine-là, de prendre des décisions. Les seules décisions que l'on prendra, c'est est-ce que cet tel espace, on le garde en espace agricole ou est-ce qu'on autorise un changement de destination pour cet espace-là, c'est tout. C'est la limite du document d'urbanisme. Dans un document d'urbanisme, on ne va pas aller... On ne parle pas de diversification agricole, alors on parle de... Si, parce que c'est touristique, la diversification, c'est un volet touristique. Il y a plein d'agriculteurs qui envisagent de changer des anciens chais, des hangars, des choses comme ça, notamment sur cette grande mort, on a un dossier aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne va pas aller imposer, dans un document d'urbanisme, on le répète à chaque fois, on ne va pas pouvoir, ce n'est pas son rôle, d'imposer tel ou tel type de culture sur telle ou telle parcelle. Voilà, c'est simplement... Oui, c'est simplement, c'est sûr que la terminologie est un peu là. Donc, je vous donne simplement la restitution de l'étude, donc un rapport rédigé avec une vision prospective, ça c'est l'engagement de la charte. Vision prospective et des cartographies, carte de la part de surface agricole par commune, carte de l'occupation des sols, carte des sièges d'exploitation agricole, carte des AOC et des plantées, donc avec une mise à jour par rapport aux arrachages, carte des enjeux agricoles avec texte explicatif, carte des changements de destination STK, c'est pour et ensuite donc, tout ça sous format FIG, Excel, etc., de manière à ce qu'on puisse l'intégrer dans vos documents. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je vous ai proposé d'approuver cet engagement des sur la finalisation de la diagnostic. D'autoriser le président à signer un engagement de toutes les démarches administratives. J'ai oublié de préciser donc, c'est marqué dans la délibération, que les crédits ne sont pas, c'est pas une augmentation de crédit, puisque vous savez qu'on a gardé une somme qui n'a pas été dépensée, mais qui est inscrite dans la PCP du PLUI, donc c'est simplement pris sur les sommes qu'on aurait dû payer à Planète, mais qu'on va utiliser nous en interne. Pour rappel, Planète avait demandé pour poursuivre le marché sans même avoir cette finance de travail sur le PLUI, une augmentation d'un avenant de 40 000 € pour poursuivre leur marché initial. Donc il n'y a pas d'augmentation de dépenses par rapport à cet engagement. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions. Donc je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc pour 38 voix, contre 1 voix et 1 abstention.
Donc la voix contre, c'est celle d'André Massieu, et l'abstention, c'est celle de Denis Pernet. Je vous remercie. Délibération suivante, réseau de lecture publique, don de documents au groupe scolaire de Podensac, et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Merci, bonsoir à tous. Donc, la première petite délibération, il s'agit simplement donc de valider le don, puisque la commune de Podensac a semble-t-il procédé à une fusion de ces deux écoles maternelles et élémentaires pour former un groupe scolaire. Et l'idée, j'imagine, c'était de mettre en place une bibliothèque scolaire. Alors nous, chaque année, bien sûr, on fait ce qu'on appelle des herbages au niveau du réseau électrique public pour actualiser les collections. Il y a aussi un temps donné au mois de juin dans le cadre des dispositifs départementaux pour vendre des choses à bas prix. Et puis, donc, il nous reste toujours des choses qu'on donne aux associations. Donc là, l'idée, c'est pour alimenter la nouvelle bibliothèque scolaire, donner 78 magazines, 214 livres. Donc pour cela, il faut une délibération. Donc vous autorisez le don de ces magazines, de ces livres, donc pour l'école de Podensac. Donc s'il n'y a pas d'intervention, on passe au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 40 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Point suivant concerne toujours la culture, adhésion au réseau Chénon. On peut abstenir comme ça, en réalité c'est très simple. Donc ce réseau Chénon, c'est un réseau qui propose des spectacles dans le cadre d'un festival, le Passage Festival la semaine dernière à Laval. Donc il y a des dizaines de spectacles qui sont présentés pour mettre en relation les programmateurs et les artistes et les compagnies de notre côté. Donc l'intérêt pour la communauté des communes, c'est que nous on utilise donc ces spectacles, soit dans le cadre de la programmation de l'éducation artistique et culturelle, soit dans la programmation de la salle de la Forge maintenant depuis cette année, donc pour bénéficier des tarifs préférentiels. Donc, puisqu'on a des réductions si on adhère à ce réseau de 10 à 40%, il faut donc adhérer pour une modeste cotisation de 300 € annuels, c'est-à-dire deux spectacles au maximum, on rentabilise, c'est-à-dire on a 2 ou 3 déjà dans ce réseau-là, donc c'est évidemment avantageux, ça permet surtout d'avoir comme ça tous les spectacles à disposition, puisqu'ils font des tournées en France, et ça permet d'en avoir à disposition, donc, notamment sur la salle de Forge. Voilà, donc il faut qu'on adhère évidemment sur le réseau, il faut une délibération pour adhérer au réseau. Des questions? Non? Donc, je vous propose de délibérer, le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. Pour 40 voix, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de la culture, demande de subvention dans le cadre territorial d'éducation artistique et culturelle, programme au fil de l'eau 2023-2024. C'est toujours Jérôme qui nous en explique. Voilà, donc comme chaque année à cette saison, je s'appelle Marodier, donc on fait cette délibération donc, pour un budget de financement dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle avec nos partenaires, donc la DRAC, d'un côté le département de l'autre, l'agence culturelle du département, à savoir le DAC. Donc après, on va avoir un tableau, non, ça ne marche pas. Il va y avoir un tableau de financement que vous avez reçu. Par rapport à ça, ce qui était toujours intéressant à faire remarquer quand même, c'est que donc, si on regarde le projet annuel lui-même, il a donc un coût de 50 000 €, 50 126 € pour être précis, et le reste à charge de la communauté commune de 8 852 €, c'est-à-dire que donc le dispositif est très bien financé. J'ai juste une petite déception pour cette année scolaire, c'est qu'on travaille avec les structures petite enfance, les écoles maternelles, les écoles primaires et les collèges normalement. Et pour la première fois, nous n'allons pas travailler avec les collèges cette année, puisque donc les 2 collèges qui sont sur notre territoire, le collège de Cadillac d'une part et le collège de Pensée d'autre part, n'ont pas souhaité cette année valider, puisque les enseignants qui travaillent avec nous en partenariat, avec l'unité, sont partis sur d'autres projets. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est toujours plus compliqué d'entrer dans les collèges, il faut bien dire que par
par rapport aux autres classes. Juste pour que vous ayez qu'il y a maintenant un ordre d'idée, de bien comprendre comment ça impacte notre territoire. Donc 30 classes sur notre territoire vont être concernées par ce dispositif, 11 communes, je les cite, c'est 11 communes, donc Virlade, Cadillac, Loupiac, Riance, Sérance, Bégueil, Poniensal, Ilatz, Budos, Cardan, Pujol-sur-Séron. Donc toutes ces communes vont connaître, donc, durant les 2023 et 2024, des interventions liées à l'éducation culturelle, mais ce n'est pas négligeable du tout. À cela, il faut ajouter donc au passage la commune de Saint-Croix-du-Mont qui est particulière, parce que là il y a un projet donc sur l'école, en fait, avec une association également du territoire, parce que c'est une association libre groupe de Barsac, qui travaille en partenariat avec l'école de Saint-Croix-du-Mont. Donc tout ça est à mon avis très concret. Puis à cela, il faut ajouter donc toutes les structures petite enfance et surtout l'accueil de la communauté des communes qui aussi bénéficient de ce dispositif. Donc là, comme chaque année, comme le tableau vous dit, il faut que vous validez, comme vote des demandes de subvention auprès des différents partenaires. Des questions? J'ouvre le vote. Le vote est ouvert. Allez, le scrutin est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours dans le cadre de la culture, signature de la convention d'entente intercommunale avec la mairie de Portes relative à la mise en œuvre de la saison culturelle 2023-2024 à l'espace culturel La Forge. C'est toujours Jérôme qui nous présente cette délibération. Voilà, c'est donc une histoire à épisode, puisque lors des deux précédents conseils communautaires, nous avions voté donc deux choses. L'avant-dernier conseil communautaire, nous avions voté donc un partenariat avec notamment la Forge, avec d'autres partenaires évidemment, mais un partenariat donc la communauté commune et la commune pour 2022-2024, ce sont des partenaires triennaux. Et puis la fois précédente, donc dans les conseils communautaires, nous avons voté aussi une répartition des tâches, si vous vous souvenez, donc, entre la communauté commune et la commune. L'étape suivante d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que cette gestion commune soit administrée par un employé, tout simplement, une personne qui est à mi-temps sur le service culture de la communauté des communes et à mi-temps financée par la commune de Portes pour la Forge. Donc il faut mutualiser le poste, d'où la nécessité de faire cette convention qu'on appelle une convention d'entente pour cette activité partagée. Donc il y a un cadre juridique par rapport à tout cela. C'est la communauté commune donc, qui prend en charge, et donc la commune de Portes finance à 50% pour les 50% restants. Et l'intérêt, c'est que quand ça sera la même personne qui s'occupera du dossier des deux côtés, c'est plus facile, donc c'est plus judicieux de mutualiser. Donc la première chose, première partie de délibération, c'est ça, cette convention d'entente donc vous avez en pièce jointe qui est donc je dois valider. Il y a un deuxième aspect, cette convention d'entente, elle implique un suivi. Et ce suivi doit être exercé par 3 représentants au niveau de la communauté commune et 3 représentants au niveau de la commune. Il y a délibéra prochainement, j'imagine, pour élire ces 3 représentants. L'idée, donc ce soir, il faut aussi qu'on ait 3 représentants de la communauté commune. Ce sont ces 2 réunions annuelles pour suivre ce processus, justement, de co-organisation entre la communauté des communes et la commune pour les spectacles qui se déroulent à la salle de la Forge. Pardonnez-moi mon niveau d'estime, je me proposais comme premier candidat, mais je souhaite qu'il y ait 2 autres candidats pour être présents. Donc Corinne. Est-ce qu'il y a un troisième candidat? Un troisième. Allez. On va éviter les étudiants de Portes. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Oui, Jean-Marc? Merci Jean-Marc. Donc voilà. Donc il faut on vote à la fois la convention et à la fois l'élection. Donc on rappelle les 3 représentants. Corinne et Jean-Marc. D'accord? Une question? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on valide l'ensemble. Donc le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos.
Donc à l'unanimité, et y compris ceux qui ont été candidats et pour lesquels on a voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante concerne le sport. Demande de subvention pour le dispositif école multisport et sport vacances. C'est toujours Jérôme qui nous présente cette délibération. La casquette sportive, donc ça n'a rien à voir du tout. Donc d'ailleurs, j'en profite pour aussi présenter cette délibération en partie, puisque cette délibération elle concerne donc deux services de la communauté commune, le service enfance université et le service sport. Et donc, lui, à cet effet, deux intercommissions, une première au mois de juin et l'autre la semaine dernière, le 12 septembre. Je rappelle que l'école multisport, c'est un dispositif donc, proposé par le département de la Gironde, dont le but est de faire découvrir aux enfants des activités sportives. Donc au mois de juillet, nous avions validé une première étape, si on peut dire, c'est-à-dire donc que ce serait la commune, n'était les communes, mettrait à disposition des personnels pour les activités périscolaires des communes, pour justement faire découvrir ces activités sportives. Et ça concerne les enfants entre 6 et 11 ans. C'est 1 heure par semaine, 30 semaines. On a commencé tout début du mois d'octobre, donc il fallait évidemment d'abord valider la délibération pour lancer les activités. Donc la difficulté que nous avons eue, c'est que comme nous avons délibéré, donc je crois le 26 juillet, donc à la fin du mois de juillet, ensuite on a attendu la délibération, c'est normal, pour ensuite contacter les communes. Donc contacter les communes fin juillet, début août, c'était pas forcément évident, même si ça a été fait assez rapidement. Donc certaines communes se sont dit que ce dispositif serait peut-être testé plus tardivement, peut-être l'année prochaine, en termes de scolarité, parce qu'il fallait un petit peu de recul parfois. Mais 4 communes se sont quand même portées volontaires. Donc ces 4 communes sont Lupiac, Cadillac, Bégaye et Ilats. Donc se porter volontaire pour bénéficier de ce service, puisque nous avons la chance au niveau de la communauté d'avoir des éducateurs sportifs qui sont donc mis à disposition dans le cadre des activités périscolaires de ces communes pour donc faire découvrir ces activités. Je vous rappelle que les inscriptions sont à l'année. Par contre, ces inscriptions pour les enfants, ils sont obligés de rester toute l'année scolaire, donc les 30 semaines pour découvrir ces activités. Et dans la même délibération, pour ne pas en faire trop, parce que déjà le sang vous a patienté, j'ai envie de faire beaucoup. Donc on a mis également comme délibération une subvention toujours au département, parce que c'est toujours il s'agit pour les sports vacances. Donc là, consommé la DIC, ainsi que le centre de loisirs, en l'occurrence de Cadillac, Saint-Clair, d'Iras, auquel il faut ajouter le plage, qui est l'élément de subvention également, donc pour les sports vacances qui ont lieu, consommé la DIC, durant les vacances scolaires et à commencer par les vacances de Toussaint pour très bientôt. Voilà. Des questions? C'est donc de demande de subvention département. Pas de questions? Donc je vous propose, chers collègues, de délibérer. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne le tourisme. Convention d'objectifs 2023 avec l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filial. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc c'est une convention effectivement qu'on passe tous les ans avec l'OTEM, l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. On avait décidé du coup en 2020 de contractualiser, du coup aussi de retravailler avec eux. Il y a différentes effectivement mutualisations d'actions. Ça porte encore sur 15 000 €. C'est comme tous les ans, s'inscrit au budget du service tourisme. Et notamment, ils travaillent plutôt avec nous et avec l'Office de tourisme sur la promotion touristique, le portage de la route des Verts à l'Entre-deux-Mers, l'animation et la coordination des acteurs, notamment tout ce qui est label, c'est ce que fait Antoine au niveau de l'Office de tourisme, et le développement touristique. Voilà, notamment aussi le support du logiciel data de séjour que nous avons, voilà, le logiciel 3D West que nous avons avec eux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Non? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc, toujours dans le cadre du tourisme, signature d'une convention des délégations de compétences
de la gestion des itinéraires de promenade et de randonnée intégrés au schéma communautaire. C'est notre collègue Thomas Filiat qui le fait. Merci. Du coup, voilà, on a aussi passé, vous savez, on a validé un projet de schéma communautaire, de tout ce qui est donc les chemins de randonnée, ce qu'on appelle le PDIPR. Ça a été validé, c'est passé en commission départementale le 10 juillet dernier, qui a validé cette phase 1, on en parlait en commission tourisme. Phase 1 qui porte sur 80,5 km exactement, donc on travaille maintenant sur une phase 2. Ça aurait été l'idéal de passer tout en même temps, mais on a été retoqué par le département. Je vous avais expliqué effectivement qu'il fallait une sécurisation foncière sur chaque passage où on envoyait des randonneurs, ce qui nous avait pas été expliqué au départ par le département. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, mais vous le saviez. Donc du coup 80,5 km, donc l'idée c'est de valider cette convention-là. Vous l'aviez annexée au projet de conseil communautaire, et donc de valider cette convention. Il y aura une autre convention pour la phase 2, il y aura une autre convention pour la phase 3, et j'espère qu'il n'y aura que 3 phases. Pour info, on passe en commission départementale pour la phase 2. La phase 2 concerne beaucoup de communes de la rive droite, parce que la première phase c'était plutôt de la commune de la rive gauche. Voilà, donc Camille du service tourisme a beaucoup travaillé là-dessus, a sécurisé, a rencontré pas mal d'élus et de maires de la rive droite pour sécuriser de manière la plus stricte possible ces chemins. Donc phase 2, on passera normalement le 28 septembre si c'est validé par le département. Je sais pas s'il y a des questions. Des questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Rappuyez fort. Voilà. Le scrutin est clos. 39 voix pour, 1 voix contre. Et c'est André Massu. Point suivant. Ressources humaines. Modification du tableau des emplois, comme ça revient, et des effectifs et mise à jour de l'organigramme des services. Alors pour rappel, je vous rappelle qu'il appartient effectivement au conseil communautaire de fixer l'effectif d'emploi nécessaire au bon fonctionnement de notre collectivité. Pour ce faire, nous avons eu des échanges avec les syndicats, et donc ces propositions ont été validées par le CST du 13 septembre dernier. Elles ont également été validées en commission RH de lundi dernier. Et donc, afin de tenir compte des besoins du service, il convient de modifier donc, le tableau des emplois. Alors, ça concerne dans la filière administrative, à compter du 1er octobre, suite à la diminution d'une quotité de travail à la demande d'un agent du PAC, l'assistante administrative PAC Culture est transformée en assistante administrative essentiellement PAC. Ensuite, il y a la création d'un poste à temps complet d'assistante administrative culture, suite à la signature de la convention d'entente avec la commune de Portez. Voilà. Donc, suite à ces changements, il est proposé une mise en conformité de l'organigramme avec ces modifications, le rattachement hiérarchique du poste d'assistante administrative PAC à la chef du service PAC. Le rattachement hiérarchique du poste d'assistante administrative culture au chef du service culture. Voilà. Donc, simplement logique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Non? Donc, je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert.
Voilà. Le scrutin est clos. Donc 39 pour, 1 contre, Madame Réna Laudré. Donc, délibération adoptée. Délibération suivante. Recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour l'accueil général, afin de soutenir, on a eu quelques petits soucis, donc le service de prévention et gestion des déchets qui connaît une forte activité dans la gestion des appels téléphoniques, on en avait déjà parlé, et de l'accueil des usagers, il est proposé de recourir à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour une durée de 6 mois. Celui-ci pourra être renouvelé une fois. Un emploi est créé dans la catégorie C au grade d'adjoint administratif à temps complet. Est-ce qu'il y a une question concernant cette délibération? Donc je vous propose, chers collègues, de délibérer. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Délibération prise à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne le marché public. Autorisation de signature de marché de confection de repas pour le restaurant d'accueil de loisirs de Cadillac-sur-Garonne et de Rions. Voilà. Donc avec la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 4 août dernier a attribué le marché à la société Albert Restauration pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois. Le montant estimatif du marché est de 106 365,10 € sur la durée totale. Il convient d'autoriser le président à signer le dit marché. Est-ce qu'il y a une question concernant ce sujet? Oui. Est-ce que le choix du moins-disant, c'est pas risqué d'empoisonner les gamins? Est-ce que le choix du moins-disant, c'est pas risqué d'empoisonner les gamins? Non, alors en l'occurrence, il y a quand même dans le critère on marque aussi la qualité des menus proposés. Et je peux vous dire que pour avoir, puisqu'ils ont commencé leur activité, je ne crois pas qu'on ait choisi une société de restauration qui va empoisonner nos petits. Au contraire, je trouve. C'est la mieux disant. Non, là, franchement, je t'assure, il n'y avait pas photo sur ce marché. À tout point de vue, sur les critères de cotation, j'étais heureux. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, je vous propose de délibérer. Le vote est ouvert. Donc, André, tu avais peur d'être empoisonné. Et Marie, voilà. Et Marie, Marie, père. Oui. Mon voisin vient de me faire remarquer, c'est pas le même qui a quelqu'un qui arrive au sud, il mange pas la même chose. Comment? Non, mais on a pris le même. Voilà. Et à Cadillac, oui, me fait remarquer, on a l'air en plus.
Voilà, bon, donc 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Il nous reste à approuver le procès verbal du 20 juillet dernier. Voilà. Bon, donc c'est le 26. Ouais. Bon. Alors, du 26 juillet, est-ce qu'il y a des remarques particulières avant qu'on passe à l'approbation du procès verbal? Juste pour signaler que je m'abstiendrai parce que je n'étais pas présente. D'accord. Donc, on va passer, si, suite à cette remarque, on va passer au vote. Donc, le scrutin est ouvert. Monsieur Jean-Patrick. T'es toujours marqué. Voilà, le scrutin est clos. 37 voix pour, 3 abstentions. Et les 3 abstentions, c'est M. Charlot, Mme Ducos et Mme Reda. Voilà, donc nous sommes arrivés. On a écoulé tous les délibérations à l'ordre du jour. Et je clôture en donnant la parole à notre hôte de ce soir, Patrick Dexler, le maire de Loupiac. Merci, Jocelyn. Donc, comme on a eu une réunion qui était largement consacrée à la culture et aux loisirs, j'ai tenu à souligner l'aspect de notre commune. Alors, ce n'est pas un tableau abstrait sur l'écran noir de l'eau de blanche, quelqu'un que vous connaissez bien. Mais en fait, et ça c'est une première, pour la première fois, vous avez sous les yeux, on voit rien, mais ça ne fait rien, je vais vous expliquer, le résultat des prélèvements géophysiques qui ont été réalisés sur le site archéologique de Loupiac par les tracts d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine qui s'intéressent beaucoup au site de notre belle commune, au point d'avoir jeté leur dévolu sur elle, parce qu'elle présente, ce site présente un très, très fort potentiel. Alors, on n'en était pas convaincu, maintenant on le sait. Ceci, c'est la partie visible dans l'iceberg, c'est ce qui est déjà fouillé. Et je rappelle qu'on trouve sur ce site la plus grande piscine privée du monde gallo-romain. Donc, c'est dire l'importance du personnage qui vivait à Loupiac, dont le nom commence par un A et finit par un E. Mais on n'a pas le droit de dire parce qu'il n'y a pas le problème. Et l'autre caractéristique de ce site, c'est qu'il a été occupé pendant 2000 ans, puisque dès le 1er siècle, on a une implantation, et le dernier occupant a dû le quitter dans les années 70. 1970. Pas 70 après Jésus-Christ. Et tout ce qui est grisé ici, ça correspond au prélèvement et au sondage géophysique qui ont été réalisés tout récemment. Donc, ce que vous avez, c'est la première image de ce qu'on découvre. Alors, cette particularité, c'est comme un sonar qui sonde 5 mètres sous nos pieds, de 0 à 5 mètres. Donc, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui reste à découvrir sur ce site magnifique. Alors, là, on voit, vous ne voyez rien, mais je vous le décris, on voit des habitations qui reste à découvrir. Non, il n'y a pas d'imagination, on voit très bien. Alors évidemment, moi ça me fait penser, comme je suis un vieux père qui a connu l'échographie dans les années 80, je ne sais pas si certains c'est on vous dit, là c'est la tête, là c'est le bras, non, là on est au début de la géophysique, mais les spécialistes, et même ici je peux vous assurer, qu'on voit très distinctement des murs, là des routes fossilisées, là d'autres murs, et ici, au-delà de l'ancienne départementale, sur ce grand espace, on voit clairement la trace, très vraisemblablement, d'un port en pierre, puisque la Garonne coulait à l'époque gallo-romaine au pied du site de la villa. Donc on est, les amis, à la veille d'un programme de recherche et de découverte très important, non seulement pour notre commune,
mais au-delà, pour notre communauté de communes et pour sa notoriété. Est-ce qu'il va falloir le faire urbanisé ou en terre agricole? En tout cas, le site va être classé, Alain, le site va être classé, c'est en cours, il devrait être d'ici la fin de l'année, ce qui ouvrira, non pas nos portefeuilles, tant mieux, mais une possibilité de financement à hauteur de 80%. Alors voilà. Alors.